Février 2021. Le 9 pour être précis. À cette date a été annoncée la fermeture définitive de Blue Sky Studios par la compagnie Disney, propriétaire de ce mythique studio depuis 2017. Un studio d'animation reconnu mondialement pour ses films légers et ses franchises fortes, mais surtout à l'immense nostalgie dans lequel il nous plonge quand on repense à tous ces films ayant accompagné notre enfance. Du moins pour ma part, étant né dans la fin des années 90. Mais connaissez-vous réellement l'histoire tragique de ce studio aujourd'hui disparu? On va voir ça tout de suite. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances d'été pour ceux qui en ont eu. Et d'ailleurs, bonne rentrée scolaire à tous. Et au fait, pendant toute cette absence, on a passé la barre des 20 000 abonnés. Merci beaucoup, ça fait 2 fois cette année que je dépasse mon objectif. Et donc pour la 3e fois du coup, objectif 30 000 abonnés avant la fin de l'année. Je vous fais confiance là-dessus. Et merci pour les chiffres astronomiques de ma dernière vidéo qui vous a grave plu, je suis choqué. Et en plus, elle a entraîné en termes de vues la première dans sa course. Croyez-moi qu'on ne va pas en rester là sur ce format. Mais en attendant, je reviens pour cette rentrée avec un format qui ne vous a jamais déçu non plus. L'histoire d'un studio. Et comme vous le savez, ces vidéos demandent beaucoup de travail de recherche. En particulier pour les studios basés à l'étranger. Nécessitant parfois un très bon niveau d'anglais lorsqu'il s'agit de forums ou d'articles sur le sujet. C'est pour cela que je renforce mon niveau de langue grâce aux partenaires sans qui cette vidéo ne serait pas sortie. J'ai nommé Rosetta Stone. Et je vous en parle maintenant. Rosetta Stone est une application d'apprentissage linguistique. Combien de langues me diriez-vous? Eh bien, pas moins de 24 à apprendre. Et le tout de manière totalement intuitive et ludique par un système d'images et de vocaux permettant de vous aider à mémoriser les mots décrivant une situation et leur prononciation. Personnellement, bouffant un grand nombre de films d'animation, il me fallait certes des notions en japonais, mais surtout que je sois incollable en anglais. Préférant la plupart du temps les versions originales à la VF, j'aimerais bien un jour comprendre tout ce que j'entends sans avoir à lire ce qu'il y a sur l'écran et pouvoir profiter des belles images d'animation. Et cette application m'aide à cet objectif. I speak English. I speak English. Rien que pour vous, j'ai une remise exclusive allant jusqu'à 50% sur tous les abonnements, y compris l'abonnement Lifetime, donnant un accès à vie aux 24 langues disponibles sur l'application. De quoi vous rendre incollable pour vos prochaines séances de cinéma ou de Netflix and chill, comme disent les jeunes. Et pour profiter de cette offre, vous savez comment je procède. Vous pouvez retrouver mon lien en première ligne de la barre de description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Rien de plus simple, vous cliquez sur le lien, vous téléchargez l'application et hop, vous êtes un pro en japonais. Nani? Voilà, grâce à moi, vous pourrez peut-être un jour regarder vos films d'animation préférés en version originale sans avoir besoin de sous-titres. Perso, j'en suis pas encore à ce stade, j'ai encore besoin de m'entraîner. Merci Rosetta Stone pour votre soutien et bonne vidéo à tous. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans l'univers de ce studio, oublié de certains mais ancré pour beaucoup d'entre nous, empli de nostalgie et rêvant de retourner en enfance pour retrouver cette sensation de découvrir ces films pour la première fois. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Blue Sky Studios. Générique. Blue Sky Studios, une entreprise moins complexe à aborder que les 2 précédents studios dont j'ai parlé, soit Illumination et Sony Pictures Animation, mais non moins intéressante. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres histoires de studios si ça n'est pas déjà fait. Après cette vidéo, bien sûr. Mais commençons avec le commencement, avec la genèse du studio. C'est parti ? Comme on a l'habitude d'aborder dans l'histoire d'un studio, je vais m'attarder sur tout ce système pyramidal en commençant par le sommet. Pour cela, remontons à 1915, durant les prémices du cinéma, lors de la création de Fox Film Corporation par William Fox. Ce studio est l'un des tout premiers au monde à regrouper à la fois un pouvoir de distribution mais aussi de production de bobines de films, un matériau rare et coûteux à l'époque. Mais faisons un bond de 18 ans maintenant avec la création de la 20th Century Pictures par Daryl Zanuck et Joseph
Joseph Schenck en 1933. Ces deux sociétés de production cinématographique hollywoodienne fusionnent en 1935 pour former un studio que vous devez sûrement connaître, la 20th Century Fox, l'un des 5 studios piliers de l'âge d'or du cinéma. Et c'est sur cette société que nous allons légèrement nous concentrer avant de passer à notre studio d'animation. Cette société, donc, la 20th Century Fox Film Corporation, perdure de 1934 à 1985 et connaît de nombreux succès mondiaux, des montées de stars, des films de légende comme par exemple Star Wars sorti en 1977, de multiples scandales, mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. En 1985, de nombreuses histoires en interne conduisent le studio à faire peau neuve. Il se nomme donc plus sobrement 20th Century Fox jusqu'en 2020. Et nous allons nous arrêter à cette date pour l'instant car j'aime bien avoir un petit cheminement chronologique dans mes histoires. Mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Retournons donc à notre date de 1985, voulez-vous? Tout ce remue-ménage médiatique a entraîné des décisions importantes pour l'avenir de l'appellation Fox. Voulant se diversifier dans plusieurs domaines d'activité liés à l'audiovisuel, Rupert Murdoch fonda la Fox Entertainment Group, une giga-entreprise américaine active dans les domaines du cinéma, mais aussi de la télévision. Celle-ci agit sur 4 divisions qui sont la production de films, l'animation, la télévision par câble et celle par satellite. Et vous vous doutez bien que nous allons nous concentrer sur ces 2 premières divisions pour notre histoire. Pour ce qui est de la télé, j'y reviendrai peut-être un jour, notamment pour une série que vous connaissez bien. Et pour ces 4 divisions, vous avez bien entendu le mot animation. Ah bah enfin! Un an après la création du studio Pixar, Blue Sky Studios est fondé en 1987 par Chris Wedge, un réalisateur, producteur, animateur et scénariste américain. Son premier grand fait d'armes a été de participer à l'élaboration du premier film réalisé quasi entièrement par ordinateur, Tron, de chez Walt Disney Pictures. De par l'initiative de Chris et de son équipe, Blue Sky commence ses travaux comme tout bon studio d'animation qui se respecte, par des tests via des créations de logos pour la télévision, des effets spéciaux de films et des courts-métrages en images de synthèse comme Balloon Guy par exemple. Et oui, c'est terrifiant, j'ai jamais dit le contraire. Et pendant que les membres de Blue Sky Studio, composés d'ingénieurs informatiques, de producteurs et d'artistes en tout genre, font joujou avec leur logiciel maison CGI Studios, inventé pour la création d'images de synthèse, du mouvement se fait sentir du côté de la maison mère Century Fox, dans le domaine de l'animation, dans le milieu des années 90. La 20th Century Animation, anciennement Fox Family Film puis Fox Animation Studios, est une société de production de cinéma américaine fondée en 1994 afin de produire de l'animation et rivaliser avec le mastodonte du domaine, Disney, au top de son existence. La création de cette société se fait d'ailleurs à l'initiative de plusieurs anciens collaborateurs de chez Disney, dont Gary Goldman et Don Bluth, les réalisateurs des 3 premiers longs métrages d'animation du studio à l'époque, sous le nom de Fox Animation Studios. Les 3 films en question sont Anastasia, sorti en 1997, Bartok le Magnifique en 1999 et Titan AI en 2000. Mais à part Anastasia, ces films ne connaissent pas le même succès que le concurrent Disney, loin de là même. Et pour la petite anecdote, beaucoup de monde croit encore aujourd'hui que Anastasia est un Disney. Sauf que non, et c'est bien ça qui le démarque fortement des autres. Surtout pour son méchant iconique. Et pendant ce temps-là, du côté de Blue Sky Studio, la société se voit confier par la Fox les effets spéciaux de certains films, comme Alien Resurrection sorti en 1997, Star Trek Insurrection en 1998, ou encore Fight Club en 1999. En parallèle à tout ça, Chris Wedge continue son petit bonhomme de chemin dans le monde des courts-métrages en animation 3D, avec une nouvelle création qui remporta l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1999, Bunny. Et ce court-métrage est très important car il prouve à la concurrence que Blue Sky Studios est tout aussi capable de produire ses propres films d'animation 3D. L'influence de Blue Sky grandit alors auprès de la 20th Century Fox, voyant d'un bon œil ce studio prometteur. Pourtant, à l'aube du XXIe siècle, la 20th Century Fox se demande tout de même si elle ne devrait pas céder sa filiale en raison de la difficulté du marché dans le domaine des effets spéciaux. Après l'échec cuisant de Titan AI, la 20th Century Animation abandonne l'animation traditionnelle
traditionnelle, trop coûteuse, vieillissante et en perte de vitesse, surtout depuis les succès retentissants des 2 premiers Toy Story sortis chez Pixar en 1995 et 1999 qui eux sont entièrement en images de synthèse. Une décision doit être prise. Elle ferme alors ses studios basés à Phoenix, licencie des centaines d'employés et double les effectifs de sa filiale Blue Sky Studios pour accélérer la production d'un film d'animation en préparation depuis un petit bout de temps, un film difficile à mettre en place, un film qui chamboulera l'avenir du studio, L'Âge de glace. Alors, je vais consacrer un chapitre entier rien que sur ce film, car il constitue le fer de lance de ce studio, l'ayant propulsé dans les hautes sphères de l'animation, et le désignant pour beaucoup comme l'un des membres du Big Three avec Pixar et DreamWorks. Mais revenons à notre crise de 1999 au sein du studio Blue Sky. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché des effets spéciaux est en pleine crise, et la 20th Century Fox hésite à céder ses parts du studio Blue Sky afin d'économiser des coûts pour ses autres filiales plus concrètes. Mais 3 personnes vont s'interposer face à cette possible décision. Le réalisateur Chris Wedge, ayant déjà prouvé sa légitimité dans l'avenir des images de synthèse dans le cinéma, la productrice Laurie Forte et le responsable d'animation Chris Meledandri, que vous connaissez déjà car c'est tout simplement le fondateur et directeur de la société de production Illumination Entertainment, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo Histoire du studio. Nos 3 lurons donc présentent aux responsables de la 20th Century Fox l'idée d'un film d'animation qu'ils ont eu à la suite du succès du court-métrage Bunny. Et là, c'est une course contre la montre qui s'enclenche pour les responsables de Blue Sky Studios, qui doivent prouver leur légitimité auprès de la 20th Century Fox avec ce fameux long-métrage L'Âge de glace. Afin de gagner du temps, ils revendent toute leur part à la 20th Century Fox, en échange de la promesse de travailler sur de nombreux longs-métrages d'animation 3D à l'avenir, en plus de celui sur lequel ils se penchent actuellement. Mais la maison mère se voit de plus en plus pessimiste en vue de la production du film et rompt ses engagements de protéger Blue Sky en tentant de revendre non seulement le film en cours mais aussi le studio tout entier. Rendez-vous compte que ça devait bien suer du cul en interne, mais heureusement ils ne parviennent pas à trouver d'acheteurs. Et c'est après 2 ans de production intensive et la peur constante de disparaître avant même d'avoir réellement existé que Blue Sky Studios sort le 22 mars 2002 L'Âge de glace. Et là, surprise générale, révélation aux yeux du monde entier. Et à la grande joie soudaine de la 20th Century Fox, ce tout premier film d'animation entièrement créé par Blue Sky Studios est un succès retentissant, critique comme public, et reçoit même une nomination pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Et toc dans ta face Century Fox. C'est ça de pas croire en la magie du cinéma d'animation. Blue Sky peut alors entrer dans la cour des grands des studios d'animation en CGI. Et ce, dès sa première création, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Pixar ne comptant pas réellement car ce sont les premières arrivées dans ce domaine. L'histoire de l'âge de glace se déroule 20 000 ans avant nous, au début d'une ère glaciaire, menaçant l'ensemble de l'écosystème vivant en ces lieux. On suit les aventures d'un mammouth dépressif appelé Manny, un paresseux crétin nommé Sid et un tigre à dents de sabre plus que suspect nommé Diego. Nos 3 protagonistes ont à charge un bébé qu'ils doivent ramener à une tribu d'humains, mais les choses ne se passent pas forcément comme ils le prévoient. Et pendant ce temps, Scrat est à la recherche d'un endroit où cacher son gland. Non, je déconne pas. Et il faut savoir que la production de ce film n'a pas été de tout repos. Et on peut féliciter l'initiative de Laurie Forte qui en est la principale instigatrice. C'est bien elle qui a eu l'idée d'un long métrage ayant pour thème l'ère glaciaire. Elle approche dans un premier temps Gary Goldman et Don Bluth pour assurer la réalisation du film, mais l'échec de Titan AI et la fermeture temporaire du studio 20th Century Fox Animation contraint Laurie à se tourner vers d'autres personnes. C'est ainsi que Chris Meledandri épaula Laurie en tant que producteur exécutif et Chris Wedge, ami proche de Laurie, se proposa comme scénariste-réalisateur pour son tout premier long métrage. Et il a bien fait ce salaud. D'ailleurs, autre anecdote sur ce monsieur, mais le personnage de Scrat dans L'Âge de glace, vous savez ce petit écureuil maladroit et débile qui recherche son gland là, bah c'est l'invention de Chris, car oui, il ne figurait pas dans le scénario de base. À l'aide de son ami et co-réalisateur Carlos Saldana, il misère énormément sur la bonne réussite de ce petit écureuil en appuyant sur l'aspect comique absurde qui manquait à l'histoire du film à l'origine. Et c'est d'ailleurs Chris lui-même qui donne sa voix à Scrat. Oui, le fondateur de Blue Sky Studios et le réalisateur de son film le plus culte a bien cette voix-là.
Ce qui a été le plus dur à mettre en place lors de la production de ce film, plus que la création d'un univers, de ses personnages et de leur caractère, c'est bien le travail d'animation et d'effets spéciaux. Comme il s'agissait de leur tout premier long métrage d'animation, l'équipe de Blue Sky a dû fortement s'adapter car ils ont normalement l'habitude de travailler sur les effets spéciaux pour des films en prise de vue réelle. Faut imaginer que Pixar a dû inventer de A à Z un film d'animation en images de synthèse, basé sur l'histoire de jouer dans une maison. Ok, très bien. Mais l'âge de glace, c'est des voyages à ciel ouvert, des humains, des centaines d'animaux préhistoriques, de la neige, des tempêtes de neige et des poils. C'est très dur à réaliser la fourrure, croyez-moi, surtout avec les technologies d'époque. Et puis, il fallait rendre attachants des animaux, c'est pas forcément évident au premier abord. Mais au final, ils s'en sont très bien sortis. Ce premier opus, pour un budget de 59 millions de dollars, remporta pas moins de 383 millions. Et hop, tout dans la poche du studio, ainsi que chez la 20th Century Fox, ravis de cet immense succès dont ils ne croyaient pas au départ. En tout cas, on peut dire que Blue Sky Studios a visé juste avec un film à l'histoire originale, un enjeu crédible, du drame, l'une des meilleures intros de films d'animation existants, beaucoup d'humour, le qualifiant d'entrée de jeu comme une comédie familiale. Et en général, c'est le genre de film d'animation qui fait le plus vendre. Il a obtenu le score de 77% sur le site Rotten Tomatoes du côté des critiques et 82% du côté du public. Inutile de préciser que j'ai moi-même énormément aimé l'âge de glace, que je l'ai dévoré plusieurs fois et évidemment en français parce que la VF est excellente. Merci Gérard Lanvin, Elise Moon et Vincent Cassel pour les travaux. Et même s'il a un peu mal vieilli aujourd'hui, dû à la technologie 3D de l'époque, je suis persuadé qu'il me ferait encore souffler du nez si je le revois. Et puis cette musique les amis, un classique. Hop là, stop, les droits d'auteur. La bande originale, quant à elle, est composée par Davis Newman, le frère de Thomas Newman dont je vous ai déjà parlé. Bref, une grande famille de compositeurs de musique. Mais donc, si on peut revenir sur le succès de ce film pour son studio, celui-ci débloqua des fonds suffisamment élevés pour tenir cette fameuse promesse de production de futurs longs métrages d'animation. On peut dire que Blue Sky Studios est quelque peu protégé durant un petit temps. On retrouve d'ailleurs la 20th Century Animation sur plusieurs production de chez Blue Sky à l'avenir. Mais bref, pour ce qui est du domaine de la création d'animation pure, c'est désormais Blue Sky Studios qui est aux commandes. Le feu vert est lancé, place au long métrage. L'âge de glace est sorti en 2002 donc, accompagné la même année d'un court-métrage associé, l'aventure inédite de Scrat. Comme j'ai l'habitude de procéder dans mes vidéos Histoire d'un studio, je vais volontairement passer outre ces courts-métrages qui sont souvent des dérivés des films à succès et en général n'apportant pas grand-chose à part une bonne dose d'humour. L'année suivante, l'âge de glace est nommé aux Oscars du meilleur film d'animation en compétition avec Lilo et Stitch, Spirit les talons des plaines, La planète au trésor et le grand gagnant, Le voyage de Chihiro. 2003 justement, est annoncé cette année-là un film en cours de production depuis 3 ans. Un film n'ayant pas forcément convaincu d'entrée de jeu dans sa pré-production, avec des concept art peu attrayants et des tests d'animation ratés. Chris Meledandri, alors devenu président de la 20th Century Fox Animation, accepte tout de même de donner le feu vert à la production qui débute en 2002, peu de temps après la sortie de l'âge de glace, les caisses étant bien remplies afin d'en injecter dans les prochains films. Et ce premier film, c'est Robots. Put your head between your legs. Huh? Sorti en 2005, on y retrouve Chris Wedge et Carlos Saldana à la réalisation. On y suit les aventures de Rodney, un jeune robot plein d'idées créatives mais dont les ambitions dépassent son entourage et sa classe sociale. Il décide alors de quitter ses parents pour s'émanciper et proposer ses services au plus grand inventeur de la capitale Robotville, Big Weld, afin d'espérer un jour le succéder. Le film ne trahit pas les désirs de son studio et pour un budget de 75 millions de dollars, il en rapporta 261 millions, ce qui est tout de même un succès relatif. J'ai très peu vu ce film, j'ai quelques vagues souvenirs, mais je sais que si je le revois aujourd'hui, je ne l'aimerais pas du tout. Parce que déjà l'histoire ne casse pas 3 pattes à un canard, les dialogues ne sont pas forcément très recherchés et l'humour est très tiré sur le pipi caca. Du moins dans mes souvenirs. Je ne dois pas être le seul qui l'ait moyennement apprécié car il n'a pas forcément eu de bons retours de la part des spectateurs. Un score de 54% sur Rotten Tomatoes. Bref, un film bien sans plus. Et pour preuve, qui
se rappelle réellement de Robots ici. Encore une fois, on retrouve un casting VF de qualité avec notamment Vincent Cassel, Elise Moon, Monica Bellucci, Edouard Baird et la belle voix de Jean Rochefort. Dans tous les cas, ça n'est pas un film que je reverrai ou que je prendrai l'initiative de le montrer à mes gosses. Il y a largement mieux sur Terre et il a relativement mal vieilli. Et force est de reconnaître qu'après toutes ces années, la seule chose qui me hante encore de ce film, c'est bien le boule énorme de Fanny. Ouais, j'aurais jamais pensé prononcer cette phrase un jour. Ouais, bizarre l'ambiance. On va passer au film suivant, hein. Et pour le coup, les équipes de Blue Sky ne se sont pas emmerdées plus que ça. L'Âge de glace, premier du nom, a été un franc succès. Pourquoi ne pas en faire un 2, L'Âge de glace 2, sorti en 2006 et réalisé uniquement par Carlos Saldana cette fois-ci, nous remet en scène notre trio composé de Manny, Diego et Sid, mais cette fois-ci en pleine fin d'ère glaciaire. En effet, les animaux de la vallée sont menacés par la fonte violente des glaces et doivent migrer vers un point où ils seraient en sécurité. En parallèle à cela, Manny, déprimé d'être le dernier mammouth de son espèce, fait une rencontre qui va changer sa vie. Voilà en gros le résumé du 2 qui m'avait plu tout autant que le 1 quand j'étais petit, mais dont je sais pertinemment qu'il est moins bien. Déjà parce qu'on connaît d'entrée de jeu nos personnages, que ceux qui ont été ajoutés en cours de route dans le 2 sont moins bons à mon avis, et que l'humour est beaucoup trop présent, ne retirant pas pour autant l'enjeu plus grand du film et son lot de scènes épiques. Dans mes souvenirs, ce que j'avais largement préféré dans le 2, c'était les scènes avec Scrat, l'ouverture du film, mais surtout la dernière scène avec notre petit écureuil qui se retrouve au paradis pour une scène parfaite. Oh, et la musique aussi, composée par John Powell, c'est sûr que c'est une BO de qualité. Juste écoutez ce petit extrait que vous connaissez très certainement. En tout cas, tout roule pour Blue Sky au niveau des finances. Le film a coûté 80 millions de dollars et en a rapporté 667 millions. Ce qui est, comme vous pouvez vous le douter, une réussite financière colossale. Le double du 1. Tu m'étonnes, les gens ont dû attendre le 2 avec beaucoup d'impatience dû au succès du premier opus. Après, cela n'empêcha pas les retours plus que mitigés sur sa qualité, avec un score de 57% pour les critiques, mais tout de même 71% pour le public. On sent que les critiques commencent à sentir le studio un peu familial, mettant de côté la qualité du scénario ou plus important, le sous-texte et la morale d'un film, chose que Pixar réussit à merveille, les dernières sorties en date étant Le Monde de Nemo et Les Indestructibles quand même. Bref, une légère baisse de qualité selon le public, mais une explosion de thunes engendrée pour le studio. Donc en somme, tout va bien pour Blue Sky dans le meilleur des mondes. Et c'est 2 ans après que le studio sort alors un nouveau long métrage original, Horton. On the 15th of May, in the jungle of Nool, in the heat of the day, in the cool of the pool, Horton, sorti en 2008 et réalisé par Jimmy Howard et Steve Martino, leur première réalisation, l'un étant scénariste animateur et l'autre scénariste storyboarder. Horton est spécial car il est directement inspiré des histoires de l'auteur Theodore Seuss, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'histoire de Illumination, car il est le créateur de nombreux personnages de la littérature illustrée, comme le chat avec le chapeau, le Grinch et Horton donc. On pourrait alors imaginer aisément que Chris Meledandri ait poussé cette idée, car c'est en 2012 du côté de Illumination Studios que sortira le Lorax, tiré également de l'univers de Theodore Seuss. Chris doit sûrement avoir un affect avec cet auteur. Le film raconte l'histoire de Horton, un éléphant faisant la rencontre d'une civilisation de tout petit être vivant sur un grain de poussière en grand danger. Horton se donne pour mission de les protéger, mais également de montrer aux yeux du monde leur existence. J'aime pas trop le dire, car il est vrai que ces mots desservent un peu la cause de l'animation, mais pour le coup, Horton est un film léger, mais genre vraiment. Un film pour les enfants, voire les petits-enfants. Ça n'en retire en rien le sous-texte, les beaux moments de mise en scène ou certains dialogues, mais la majorité des scènes est très tirée sur le comique de situation ou de langage, ce qui rend le tout, du coup, très enfantin. Si je dis tout ça, c'est que l'ayant vu dans les alentours de mes 12 ans, je trouvais déjà ça un peu malaisant des fois. Bref, c'est un film que je mettrais plus en bas de l'échelle de Blue Sky Studios, malgré la prestation plus que correcte de Danny Boone pour sa VF.
VF. Pour ce qui est des chiffres, il obtenu un score au box-office de 298 millions pour un budget de 85, ce qui constitue un plus gros succès que Robots. Il obtient de beaux scores de 79 et 73% sur Rotten Tomatoes, ce qui est plutôt pas mal du tout. Bon allez, on bondit d'un an et je vous laisse deviner quel film sort cette année-là. Un indice, Glass. Et oui messieurs dames, encore un dis donc. Look, these are my kids, and you're gonna have to go through me to get them. L'âge de glace 3, le temps des dinosaures, est toujours réalisé par Carlos Saldana, mais cette fois-ci aidé par Michael Termeyer. Initialement prévu pour les périodes de Noël de 2008, il est finalement repoussé à l'été 2009. Un bon indicateur pour savoir si les équipes de production sont en plein crunch ou non, même si rien nous prouve que le rythme de production n'est pas au contraire hyper difficile. Dans tous les cas, Blue Sky Studios mise énormément sur la sortie de cet opus, qui ne fera que confirmer la domination de cette franchise au sein du studio. Comme les opus précédents, on suit les aventures de notre trio, accompagné des 3 autres personnages que sont Ellie, attendant un enfant de Manny, ainsi que le duo d'opossums Crash et Eddie. Comme le titre l'indique, une grande partie de l'histoire se déroule dans un monde souterrain, peuplé de dinosaures ayant survécu à la météorite. Aidés de Buck, une belette borgne vivant dans ce monde, ils partent tous ensemble sauver Sid, qui est en grand danger. Dans chacun de leurs films, de toute façon, il y a un grand danger. Ah, et pendant ce temps, Scrat se fait voler son gland par une femelle écureuil. Je vous jure que je ne fais pas exprès d'être aussi connoté. Mais admettez quand même que Scrat a un peu trop d'histoire avec son gland. Ouais bon, ok j'arrête. Pour un budget de 90 millions de dollars, soit le plus cher du studio pour l'instant, il en rapporta 887. Et bah mon salaud, ça rapporte un paquet de thunes les suites. Pour les avis critiques et publics, il obtient un score de 46 et 63%. Ouais, on sent que les critiques commencent à en avoir ras le fion de nos héros. Malgré je trouve une certaine inventivité de la part du studio pour avoir imaginé toutes ces aventures et ces mondes. Évidemment, je ne l'ai pas préféré au 1 qui reste le meilleur, mais j'en garde tout de même un super souvenir. Je dis ça car je m'en souviens très bien l'ayant vu en 3D et que l'affiche du film était l'une des plus grosses de l'immense cinéma pâté, à côté de celle de Avatar de James Cameron qui est arrivée prochainement. Ouais, j'étais loin de m'imaginer la révolution qu'il allait être dans le secteur du cinéma. Mais c'est pas le sujet. La bande originale, toujours aussi bonne, est de nouveau à la charge de John fucking Powell. Bordel, qu'est-ce que j'aime cet homme. Et promis, je ferai une vidéo sur ses travaux. Mais bref, en clair, L'âge de glace 3, un film plus divertissant que les 2 premiers à mon goût, mais il serait tout de même temps de passer à autre chose, non? Mais non, évidemment, ça gagne un max de flouze, et puis l'autre mammouth a eu son gosse à la fin du film, donc bon. I got a better name. Peaches. Peaches? Peach. Et on sent également que la patte graphique, certes, évolue au fil des films, mais reste tout de même un chouïa en retard par rapport à la concurrence, comme Wall-E et Lao du côté Pixar, ou encore Kung Fu Panda de chez DreamWorks. Cependant, un prochain film va potentiellement marquer le coup en termes d'esthétisme, je parle bien de Rio. Good morning, Blue. Rio, réalisé une nouvelle fois par Carlos Saldana, réalisateur tout trouvé pour ce film car étant né à Rio de Janeiro au Brésil, faisant en quelque sorte de Rio un film très personnel. Le film raconte l'histoire de Blue, un ara bleu, le dernier de son espèce, vivant confortablement avec sa propriétaire Linda, tellement confortablement qu'il en a oublié d'apprendre à voler. On apprend qu'il reste en Amazonie une femelle ara existante nommée Perla et rêvant de liberté. Pour faire perdurer l'espèce, les deux doivent se rencontrer. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le film est très abouti pour son époque. L'histoire est cool et originale, les décors sont super beaux, et on observe une grande diversité dans les shapes des personnages, notamment chez les oiseaux du film. C'est un film que je n'avais certes pas beaucoup vu, mais que je trouvais vraiment pas mal, même si je ne le reverrai pas forcément aujourd'hui je pense. Le film a été très bien accueilli par les critiques pour ses graphismes, son doublage et sa bande originale par John Powell, qui a signé pour de nombreux longs métrages de chez Blue Sky qui sortiront à l'avenir. Pour un budget de 90 millions de dollars, il en rapporta 484. Encore une réussite et une quasi-harmonie dans les scores critiques avec 72 et 71% d'avis favorables. Rio apporte un vent de fraîcheur au studio, en plus de lui apporter toujours plus d'argent pour ses prochaines créations. Encore une fois, tout va bien pour Blue Sky Studios. Et quitte à rencontrer le succès avec un film original, autant continuer dans cette lancée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Captain Gut? Really?
You know, I have a little paunch too, but I wouldn't name myself after it. That's funny. You're a funny guy. But that's not how I got my name. These got me my name. I don't get it. Ouais, 2012, L'Âge de glace 4, La dérive des continents sort en salle et il est cette fois-ci réalisé par Steve Martino et Mike Tormeyer, le réal de Horton et celui de L'Âge de glace 3. Pour ce qui est de l'histoire, c'est encore une fois Scrat qui déclenche les hostilités en provoquant un bouleversement planétaire et une dérive des continents, changeant totalement le comportement des animaux du monde et entraînant nos héros à survivre une nouvelle fois à de grands dangers. Oui, parce qu'après les tribus d'humains, les créatures sous-marines et les dinosaures, on a le droit maintenant à des pirates. Ce que tu dis n'a aucun sens. Il s'agirait, Blue Sky, de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, non? Le film reste divertissant et toujours aussi loufoque, mais peut-être que voir et revoir nos héros aussi souvent depuis 10 ans peut amener le public à se lasser, surtout si l'histoire n'est pas incroyable. En tout cas, cela se ressent surtout au niveau de la critique qui vacille malgré un avis public général qui tient toujours la tête hors de l'eau. 37%, c'est dur n'empêche. Et pour un budget élevé de 95 millions de dollars, il en rapporta tout de même 880. C'est encore une fois hallucinant à quel point faire des suites est un business extrêmement rentable, bien qu'il faille tout de même faire attention à ne pas se brûler les ailes. En tout cas, je me souviens du haut de mes 15 ans que je commençais à décrocher sérieusement de la licence, et même légèrement du studio, préférant ce qu'il se passait ailleurs, et trouvant que Blue Sky Studios parlait beaucoup trop aux enfants et pas assez aux adolescents comme le faisait si bien DreamWorks. À moins que... Épique, la bataille du royaume secret, réalisé par Chris Wedge, le grand retour dans la réal, sorti en 2013 à la surprise générale des fans du studio Blue Sky. L'histoire est basée sur le livre pour enfants The Leaf Man and the Brave Good Bugs, plus loin le titre la prochaine fois. Le film raconte l'histoire de Marie, une adolescente vivant avec son père scientifique ayant passé sa vie à chercher des êtres minuscules. Un jour, Marie se retrouve par accident miniaturisée et va découvrir ce monde caché et féerique en pleine guerre depuis des années. Ouais, Blue Sky, ils aiment bien faire des films parlant de mondes cachés remplis de petits êtres. Bon, en tout cas sur le papier, l'idée est vraiment super et semble vraiment épique comme le titre le laisse entendre. Et je me souviens avoir vraiment apprécié ma première lecture. Mais à force de le voir, on ressent de plus en plus les défauts évidents du film. Des lenteurs, des ventres mous, une histoire d'amour nulle, des sidekicks à peine drôles et des méchants pas si impactants. Alors que pourtant, tout était là pour faire un film de fou. Mais non, pour moi, c'est un potentiel gâché. Les retours sont tout de même assez bons, avec un score de 65% côté critique comme public. Ce qui pêche un peu, c'est son budget. 93 millions de dollars, presque autant que L'Âge de glace 4, leur franchise phare. Et je sais pas si c'est dû à un manque de communication, le bouche à oreille ou tout simplement le film qui n'a pas pris, mais il n'a obtenu qu'un résultat au box-office de seulement 268 millions de dollars. Ça reste un ratio positif, mais ça reste un échec certain pour le studio Blue Sky. Surtout après les chiffres des précédents longs métrages. Ce film me fait en tout cas beaucoup penser au Royaume de Gaol, réalisé par Zack Snyder et sorti en 2010, et aux 5 légendes des studios DreamWorks sortis en 2012. Deux films à l'ambiance fantasy épique qui n'ont pas forcément rencontré leur public, et c'est bien dommage. Le studio tient bon malgré tout et sort l'année suivante une nouvelle suite d'un film à succès. Et non, il ne s'agit pas de L'Âge de glace 14, mais bien de Rio 2. Oh, it's a game. Oh, it's a game. It's not a game. It's war. Toujours sous le même réalisateur, et donc le premier film du studio à connaître une suite hors de la licence L'Âge de glace. Et malgré le fait que je n'ai pas vu le film, je vous raconte tout de même son synopsis. Blue et Perla, les deux haras bleus, vivent à Rio avec leurs 3 enfants, et lors d'une expédition en Amazonie, on découvre que l'espèce n'est pas totalement éteinte, mais la forêt amazonienne est menacée par des bûcherons qui déforestent les lieux. Bon, je veux bien que vous me fassiez le coup de l'espèce disparue, mais en fait non. Ça avait bien marché avec les mammouths dans L'Âge de glace. Tout simplement parce que ce sont des mammouths. Ils ne peuvent pas forcément savoir s'ils ont des homologues à des milliers de kilomètres d'eux. Mais là, dans Rio, quand même, les humains sont censés avoir la technologie suffisante pour se rendre compte dès le début du premier film que l'espèce de hara bleu n'est en fait pas du tout éteinte. Mais bref, pas si grave. Pour un budget de 103 millions de dollars, le plus cher du studio, il engrange presque 500 millions, donc encore une réussite. Un peu plus que le premier. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas visionné,
mais pour ceux qui l'ont vu, les scores ne sont pas si bons avec 48% d'avis favorables côté critique et 58% côté public. Ouais, c'est pas incroyable. Pour ce qui est de la communication du film, il a été utilisé comme image promotionnelle pour le Nouvel An 2014 dans la ville de Rio de Janeiro. Un coup de pouce marketing plus que bienvenu qui aurait fait grand bien au prochain long métrage de la liste. Hey gang, look, there's a new kid moving in. I just hope this new kid has never heard of me. It's not often you get the opportunity to start over with a clean slate. Snoopy et les Peanuts, réalisé par Steve Martino et sorti en 2015, est la 5e adaptation au cinéma basée sur la bande dessinée Peanuts de l'auteur Charles Schulz, marquant le 65e anniversaire de son existence. Encore un film que je n'ai pas visionné, car en vue des bandes annonces, je n'étais clairement pas le cœur de cible. Et puis ça n'est pas un univers auquel je suis très attaché, j'avoue. Le film rentre dans la continuité des histoires d'enfants vivant le plus grand de leurs aventures à l'école. Charlie Brown, un loser au grand cœur, tombe éperdument amoureux d'une fille ayant déménagé dans son quartier. Charlie met tout en œuvre pour combattre sa malchance légendaire pendant que Snoopy se lance dans ses aventures imaginaires fantastiques. Ça n'est pas spécialement ma came, mais pour être tout à fait honnête, je trouve que ce film a une esthétique vraiment léchée. Je trouve qu'il est beau, vraiment. On retrouve les traits de la bande dessinée d'origine, les caractères sont respectés, et le travail volontairement naïf de la modélisation, des textures et de l'animation n'a pas dû être facile à mettre en place. Je salue l'initiative. Pour un budget de 99 millions de dollars tout de même, il en rapporta 246, ce qui est très peu à ce niveau d'exigence du studio Blue Sky ayant déjà maintes et maintes fois fait ses preuves. À titre personnel, et je le regrette un peu aujourd'hui en vue du contexte, mais vous comprendrez pourquoi, mais c'est à partir de ces années-là que j'ai un peu délaissé le studio, découvrant d'autres œuvres, mais surtout me concentrant sur mes examens de fin de lycée. Et cela se confirme avec la dernière sortie de notre franchise iconique, L'Âge de Glace 5, les lois de l'univers. Hello? Hello, mammals! La dernière réalisation de Mike Thurmaier, sortie en 2016, est le 5e et dernier opus de la saga L'Âge de Glace. Scrat, pour la 1000e fois, fout la merde, mais cette fois-ci à l'échelle interplanétaire. Toujours plus, provoquant un astéroïde filant droit vers la Terre. Toute la bande de héros doit alors fuir vers d'autres terres exotiques, où des personnages et de nombreuses péripéties les attendent. Bon, ça y est, je pense qu'on peut dire qu'on a trouvé notre opus de trop. Il n'est pas mauvais en soi, hein. Il est très beau, haut en couleur, inventif dans ses décors et ses personnages, c'est juste que quand je l'ai vu, j'étais en mode... mais... Ouais, non, il est mauvais, c'est compliqué. La licence est un peu devenue l'ombre d'elle-même et expose un exemple parfait à ce qu'il ne faut pas faire pour éviter la catastrophe. N'est-ce pas les mignons ? Il a tout de même coûté pas moins de 105 millions de dollars pour un résultat au box-office de 408 millions. Alors oui, c'est toujours très bien, mais ça reste 2 fois moins que les 2 précédents volets, marquant une sorte d'indifférence générale de la part du public. Public ayant d'ailleurs détesté le film avec ce score de 38% sur Rotten Tomatoes et sans commentaire le score des critiques. Blue Sky Studios s'est un peu perdu, je trouve. Mais je suis sûr que ce film va leur servir de leçon, c'est certain. J'y crois. Cependant, un événement majeur au sein du studio va bouleverser à jamais l'industrie du cinéma d'animation occidentale. Un événement plongeant Blue Sky dans une descente aux enfers à laquelle il aura du mal à s'en dépêtrer. Coup de théâtre de la part du géant Walt Disney Company qui, le 14 décembre 2017, s'empare d'une grosse partie de la 21st Century Fox, la maison mère de la Fox Entertainment Group et donc de la 20th Century Fox, propriétaire de Blue Sky Studios. Après cette acquisition, la Fox Group a été scindée en plusieurs entités, certaines rachetées par Disney, d'autres redistribuées à des entreprises tierces. Pendant ce temps chez Blue Sky, l'ambiance est chancelante. L'avenir est incertain, mais les productions en cours doivent tout de même sortir des cartons. Et comme un signe du hasard, un nouveau long métrage d'animation original sort le lendemain de ce bouleversement. Ferdinand. I had the perfect life. Until one day, everything changed. Réalisé par Carlos Saldana, présent depuis le début, ce film base son scénario sur le livre pour enfants L'histoire de Ferdinand de l'auteur Walbur Munro Leaf. On retrouve d'ailleurs une adaptation de la même histoire dans un court-métrage de chez Disney sorti en 1938, Ferdinand le taureau. Cocasse, dis donc. He sat down just quietly and smelled.
Ferdinand est un taureau au grand cœur, mais à l'apparence imposante, attirant la convoitise. Il se retrouve capturé et arraché à son village d'origine en Espagne, où l'attend le tragique destin des taureaux de corrida. Se lance alors une folle aventure au cœur du pays pour retrouver sa liberté. Le film, comme le livre d'origine, peut avoir plusieurs messages. Un sous-texte politique communiste, progressiste, pacifiste et j'en passe. C'est pour cette raison d'ailleurs que le livre a été interdit en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le livre comme le film pourrait être une allégorie de l'acceptation et de la différence, et une incitation à lutter contre les violences, notamment à l'école. Mais est-ce que ça en fait un bon film pour autant? Encore une fois, ça n'a pas trop fonctionné sur moi. Trop enfantin, des gags et des situations gênantes, et des dialogues peu recherchés. Une aventure légère quoi. Je suis juste pas le public, c'est tout. Pour un budget de 111 millions de dollars, dis donc ça met le paquet. Il ne rapporta malheureusement que 296 millions, ce qui ne l'empêcha pas d'obtenir un score modeste de 71% d'avis favorables des critiques et surtout une nomination aux Oscars du meilleur film d'animation de 2018, l'année où Coco remporta le prix. Vous l'aurez compris, Disney grappille ce qui reste de Blue Sky. Son dernier film en date est un petit échec et la 20th Century Fox Corporation devient l'entière propriété de la Walt Disney Company le 20 mars 2019. En effet, le rachat est validé par les actionnaires des deux entreprises quelques mois auparavant. Blue Sky Studios vient donc compléter le panel déjà bien rempli des propriétés de Disney. Mais Blue Sky a un dernier long métrage dans ses cartons, en préparation depuis 2017, Les Incognitos. Let the beat drop. Basé sur le court-métrage d'animation Pigeon Impossible sorti en 2009, Les Incognitos, réalisé par Nick Bruno et Troy Quinn, sort pour Noël 2019. Blue Sky misait beaucoup sur ce long-métrage dont la promo se basait surtout sur les voix de Tom Holland et Will Smith attribuées aux héros du film. Les Incognitos est un film d'agent secret mettant en scène Lance Sterling, l'un des meilleurs espions au monde, piégé dans un coup monté l'obligeant à faire équipe avec un jeune scientifique du nom de Walter. Sauf que Lance se retrouve accidentellement transformé en pigeon après un test qui a mal tourné. J'avais bien aimé ce film, bien qu'il possède tous les codes d'un blockbuster d'action. Soit du grand divertissement, mais oubliable malgré tout. Le film est cependant très beau, le lighting est vraiment bien travaillé, c'est truffé d'effets spéciaux d'explosion, de gadgets en tout genre, et je trouve que Blue Sky a enfin réussi à correctement modéliser ses personnages humains. J'ai toujours trouvé que le studio réussissait bien plus la modélisation de ses personnages anthropomorphes plutôt qu'humains. Pour un budget de 100 millions de dollars, il ne rapporta que 172 millions, soit le plus grand échec de toute l'histoire du studio. Même Robot, ça fait mieux, c'est dire. Et pourtant, on est en 2019 à ce moment-là, et Walt Disney Studios en était le principal distributeur. Malgré tout, les retours sont assez bons du côté critique comme public. Mais j'ai ma petite théorie de pourquoi ce film a reçu un petit élan de générosité. En effet, ce film est le dernier long métrage d'animation produit par Blue Sky Studios avant sa fermeture prévue pour début 2021. Une annonce qui acheva toutes les équipes du studio, le voyant mourir à petit feu depuis plusieurs mois. Il est également le dernier film d'animation à être achevé sous l'appellation 20th Century Fox, car Disney le renomme la 20th Century Studios l'année suivante. Durant 2 années de suite, Disney va supprimer des centaines de postes au sein de l'entreprise en vue des difficultés que rencontre l'industrie du cinéma avec le Covid. Et suite à ce changement de nom, Disney annonce en 2019 que le président des Walt Disney Animation Studios, Andrew Milstein, est nommé coprésident de Blue Sky Studios aux côtés de Rob Bird. 2020 donc, Blue Sky Studios existe toujours, mais pour quel intérêt? Quel dessein pour l'avenir? Blue Sky n'est plus qu'une carcasse, propriété de Disney, n'hésitant pas à supprimer de nombreux projets et productions pour faire des économies. Et c'est en plein Covid, à l'aube de l'année 2021, que va se prendre la décision qui scellera à jamais le destin du studio derrière tant de films d'animation de notre enfance, la fin de Blue Sky Studios. Le 9 février 2021, la compagnie Disney annonce la fermeture définitive du studio Blue Sky en raison de la baisse d'activité due à la pandémie de Covid-19, annulant ce qui devait être normalement la dernière création du studio. Nimona, réalisé par Patrick Osborne à ce moment-là, est prévu pour janvier 2022. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, allez mater ma vidéo critique sur Nimona, racontant en partie le contexte du film et du studio Blue Sky durant la fin de son existence. Comme expliqué dans ma vidéo critique, le film
en projet depuis 2015 quand même, n'a fait qu'être repoussé jusqu'à carrément être annulé par Disney pour des raisons obscures. Il sortit finalement cette année, mais sur Netflix. Et malgré tout ça, le nom de Blue Sky ressort énormément, car tout ce travail en amont a été réalisé par les équipes de ce studio déchu. Mais revenons à notre année 2021. La fermeture du studio concerne pas moins de 450 employés, ces mêmes personnes étant restées jusqu'à la fin, croyant au studio qu'il leur était si cher. Andrew Milstein quitte également son poste de co-directeur pour retourner chez Disney. La firme de la souris aux grandes oreilles a pu économiser de grandes sommes d'argent dans ce contexte difficile, mais au prix de milliers de fans choqués, déçus et tristes. Sans compter leur dernière humiliation en date, achevant définitivement l'image de Blue Sky Studios, avec l'annonce d'un dernier long métrage sorti directement sur Disney+, L'Âge de glace, les aventures de Buck Wild. Hello, boys! Buck Wild at your service. Our hero! Ce film d'animation réalisé par John Donkin est sorti en janvier 2022, est un spin-off de la saga du même nom, mais centré sur le personnage de Buck Wild découvert dans le 3e opus. Le film raconte les aventures des deux frères opossums cherchant un habitat rien qu'à eux, mais vont se retrouver dans un endroit rempli de dinosaures, là où seul Buck peut les aider. Et c'est une daube, une insulte, une très mauvaise conclusion, et je ne pense pas être le seul à le penser, à en juger ses notes. Ils auraient pu faire de tout, mais non, ils ont décidé de faire une histoire sur les personnages secondaires tout moisis. Putain, mais ça me pète les couilles. Oh, il y a eu aussi sur Disney+, également une série de courts-métrages sur les aventures de Scrat. Voilà. Donc en clair, Disney qui presse comme un citron le personnage le plus iconique du studio pour espérer plaire aux fans et montrer qu'ils sont sympas de nous offrir ça en cadeau d'au revoir. Ouais, super. Merci Disney. On sait très bien ce que vous pensez de tout ça. Allez retourner faire vos vieux live action pourris. On est donc fin 2022, Disney a fini de faire joujou avec le cadavre de Blue Sky, Nimona est confirmé chez Annapurna Pictures sous la direction de Netflix, l'ensemble des employés ont trouvé du travail dans d'autres studios, et tout semble s'effacer petit à petit, comme si le studio n'avait jamais existé. Mais les anciens de chez Blue Sky ne pouvaient pas laisser ce sentiment perdurer, et ont décidé d'adresser un dernier message de revoir aux fans de la première heure, une vidéo de 34 secondes mettant en scène Scrat, leur mascotte, leur icône de toujours, qui prend enfin conscience de toute l'ironie de sa quête insensée. Oh. Blue Sky Studios n'est plus, vive Blue Sky Studios. Et c'est bien la seule fois que vous m'entendrez parler de la sorte d'un studio d'animation, du moins de cette ampleur. Blue Sky nous a accompagnés depuis 2002. Il aura donc vécu 20 ans depuis la sortie de son premier opus L'Âge de glace, qui reste à ce jour mon film préféré du studio. Le premier, le vrai, l'unique. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que Blue Sky n'a jamais réellement réussi à se détacher de cette franchise. Si on demande aux gens ce que leur évoque Blue Sky, ils vous répondront naturellement L'Âge de glace, ou à la limite Rio qui a été leur deuxième grand succès. Le reste est assez flou, confus, sans réelle personnalité. Car oui, malgré son histoire tragique, et je le pense vraiment, mais Blue Sky n'a pas réussi à se sortir de son image trop familiale. Pas forcément lisse ou woke comme on peut l'entendre, car l'humour du studio est assez unique, mais Blue Sky a peut-être manqué d'ambition malgré tout l'argent qu'il a réussi à accumuler au cours des années. C'est peut-être anodin, mais on observe que Blue Sky est l'un des studios qui possède le moins bon score en ce qui concerne la cérémonie des Oscars du meilleur film d'animation. Seulement 2 nominations en 20 ans, L'Âge de glace et Ferdinand, ce qui est vraiment peu, surtout venant d'un des membres du fameux Big 3 de l'animation 3D. Mais malgré tout cela, je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde nostalgie en voyant toute son histoire. Une nostalgie triste, prenant aux tripes, une nostalgie me mettant dans un profond malaise car elle me fait prendre conscience que le monde du cinéma d'animation est loin d'être tout rose, qu'il est rempli d'injustices
justice et que souvent l'argent reste le maître mot de toute décision, allant au-delà de la passion des équipes de production ou du rêve que veut transmettre le studio. Mais j'ai espoir de croire que tous ces gens ayant travaillé sur ces films l'ont fait dans cette optique. J'y crois et j'ai envie de garder cette image de ce studio. Le long métrage Nimona a énormément ému les fans et cette sortie cette année est une porte qui se ferme définitivement pour le studio. On a aussi appris récemment qu'un projet réalisé par Chris Wedge était en cours chez Annapurna Animation, qui pourrait bien être le digne successeur du studio de l'âge de glace. Que du bon pour l'avenir donc. Au revoir Blue Sky, tu vas manquer à l'enfant que j'étais. Le moi ado s'excuse du regard sévère qu'il t'a porté, et le moi d'aujourd'hui te remercie de tout cœur pour tout ce que tu m'as apporté. Adieu Blue Sky Studios. Merci 1000 fois. Voilà, ma vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai énormément aimé traiter de l'histoire de ce studio, qui finalement n'a pas été si facile que prévu. D'ailleurs, je pense qu'elle constitue la vidéo la plus longue de ma chaîne actuellement, si je dis pas de bêtises. Décidément, toujours de plus en plus longues ces histoires de studio. En attendant, chers amis, je suis content de vous retrouver pour cette rentrée de septembre. N'hésitez pas à me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un commentaire. Aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse atteindre mon objectif de 30 000 avant la fin de l'année. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'aider financièrement en me faisant un don sur ma page Tipeee disponible dans la barre de description, ou encore le bouton merci que vous trouverez en bas de l'écran pour écrire votre meilleur commentaire. Merci à tous ceux qui le feront, c'est un peu galère en ce moment. Je remercie également le partenaire de cette vidéo, Rosetta Stone, premier lien dans la barre de description si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne. Oh, et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, la prochaine vidéo sera une FAQ. Alors en plus des commentaires sur l'histoire de Blue Sky Studio, posez-moi un maximum de questions avec le hashtag FAQ et j'y répondrai en vidéo. Sur ce les amis, je vous laisse, regardez un maximum de films d'animation, même ceux venant de studios moins connus, ils en ont besoin. À tous, je vous souhaite une bonne rentrée, mais n'oubliez pas le plus important, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.